Salut tout le monde, on est lundi et j'ai décidé de me tester un nouveau format de vidéo pour YouTube qui est un vlog. Pourquoi le vlog? Parce qu'en fait je trouve ça sympa de pouvoir suivre un créateur et d'être vraiment dans son quotidien, de voir comment il s'organise, comment il équilibre sa vie pro, sa vie perso, qu'est-ce qu'il priorise, est-ce qu'il a vraiment des routines qu'il arrive à tenir tous les jours. Tout ça, c'est des questions que je me suis posées et je trouve ça sympa de pouvoir suivre des personnes qui sont à un niveau plus avancé que nous dans leur quotidien pour voir un peu ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait de mal. Et donc, je pense que ça peut être un format intéressant pour tout le monde. Donc, je vais me tester là-dessus. On va voir la fréquence à laquelle je le fais. Cette semaine, elle est un peu spéciale pour moi parce que la semaine dernière, j'ai bossé plus de 80 heures. J'ai fait du 10h, 3h du mat tous les jours. J'ai eu beaucoup de rendus à délivrer, beaucoup d'appels de prospects, beaucoup de choses qui se sont débloquées en même temps. Quand on est entrepreneur, on a des phases de down où on n'a plus aucun contrat, on trime, on rame, on n'a pas de boulot, il n'y a pas d'argent qui rentre sur le compte, c'est la merde. Et d'un coup, on a des périodes comme ça où tout se débloque, tout le monde signe en même temps et on est débordé. Et donc ça, faut savoir faire avec. Quand on est un entrepreneur, c'est un peu comme un sportif. Il va y avoir des périodes où on va être sur des semaines de repos et des périodes sur lesquelles on va être sur des semaines super intenses avec beaucoup de compétition, beaucoup d'efforts à produire. Et il faut savoir, il faut être capable de délivrer des gros efforts dans des périodes très très courtes quand il y a besoin, parce que voilà, il y a des clients qui nous attendent, qui sont fidèles, qui veulent qu'on continue de délivrer. Et donc, peu importe ce qui se passe à côté, on doit leur délivrer le meilleur service. Bienvenue sur ces nouveaux épisodes. Et je vais boire un petit thé en attendant. Alors maintenant, je me suis mis au thé. J'ai arrêté le café parce que le café, ça fait des pics de cortisol le matin. Et en fait, ça me déréglait mon sommeil. En fait, il n'y a pas longtemps, j'ai acheté une montre Garmin pour mesurer mon sommeil parce que je trouvais que j'avais pas un sommeil assez récupérateur et j'ai testé plein de trucs pour voir un petit peu les améliorations sur mon sommeil. Il faut savoir que quand j'ai eu la montre, j'avais je crois 15 minutes de sommeil paradoxal par nuit et 15 minutes de sommeil profond, donc ça allait pas du tout. Et je me suis rendu compte en testant plein de trucs que la caféine, ça avait un gros effet sur moi, ça me déréglait complètement. Et en fait, ce que ça fait, c'est que quand on se lève le matin, le corps, il sécrète déjà des hormones pour qu'on soit en forme, pour que le corps se réveille. Et quand on boit un café, en fait, on dérègle un peu tout ça, on remet de l'excitation. Et en fait, ensuite, 3-4 heures après, on a la caféine qui commence à plus faire effet et on a une espèce de down et on est fatigué. Et donc souvent, on reboit un café. Et donc moi, j'en buvais pas, j'ai jamais été très excessif sur le café, j'en buvais quand même 2-3 par jour. Mais là, je sais que depuis que je suis passé à 0, tisane le matin, goûter, ça dépend. Et je dors beaucoup mieux maintenant, j'arrive facilement à être à 1h15 de sommeil paradoxal par nuit et 1h15 de sommeil profond. Et je sais que pour moi, le sommeil, c'est un truc hyper important. Si j'ai pas assez dormi, je suis désagréable, j'ai pas la niaque. Donc moi, je fais hyper attention à bien dormir. En plus, je suis un gros dormeur. Donc là, vous voyez, on est lundi. Là, j'étais épuisé parce que la semaine dernière, j'ai fait des nuits de 7h30, entre 7 et 8h, voire peut-être une nuit ou deux à 6h, 6h30, ce qui pour moi est vraiment pas idéal. Donc là, je me suis levé à 9h, j'ai fait un petit call avec une pote avec qui je travaille sur une prestation de personal branding pour une personne qui est dans le bien-être, une petite presta sympa que je bosse avec une pote. Une de mes dernières prestas agence, que je vends plus beaucoup de prestas d'agence, mais voilà, quand c'est des potes, que je le sens bien et que le projet me fait triper, je continue un petit peu sur, on va dire 20% de mon temps à faire un petit métier d'agence. Donc j'ai fait ce premier call à 9h. Ensuite, j'ai eu un call sur Calendly qui avait été réservé par quelqu'un qui me suivait sur LinkedIn. C'était hyper intéressant parce que c'est quelqu'un qui est dans les Yvelines, qui a fait de l'autoconstruction avec son frère,
On avait plein de points communs. C'est marrant parce que quand on fait du personal branding, c'est toujours surprenant les appels qu'on a. Parce que le gars m'appelle et il me dit ouais, Thibaut, j'attendais à fond ce call parce que on a plein de points communs, tu vas voir et tout. Je pense qu'on va bien s'entendre. Donc c'est marrant parce que les gens, ils nous connaissent déjà et nous, on les connaît pas. Donc il me dit, bah voilà, moi je fais de l'autoconstruction avec mon frère, j'ai 15 lots dans les Yvelines, je rachète des terrains, je construis des maisons, je rénove, ça fait 25 ans que je fais ça, je vis de ça. Et aujourd'hui, il s'intéresse à des opérations potentiellement soit de type marchand de biens, soit de la construction de maisons individuelles sur des terrains qui détachent. Donc ça, terrain détaché, c'est qu'il achète des petites maisons avec des grands terrains, il détache un lot. Et historiquement, bah, le marchand de biens, il fait pas trop de travaux, pas trop de construction, il détache le lot, il le revend à des coupes, donc il revend la maison avec un petit jardin d'un côté et que le jardin de l'autre. Et là, en fait, il y a beaucoup de marchands qui se posent la question, bah tiens, est-ce que je vais pas aller construire? Parce qu'en fait, vu que les taux sont élevés, que la concurrence est de plus en plus forte, qu'il y a de moins en moins d'affaires, bah, ça peut être intéressant pour eux de construire et justement de le faire appel à moi, de le faire peut-être à 50-50 avec moi que je puisse gérer ça pour eux. Et en fait, je me suis rendu compte avec mon club immopreneur que j'intéressais beaucoup plus les pros que les particuliers. En fait, les particuliers, je me suis rendu compte quand même qu'ils procrastinent beaucoup. C'est pas évident de bosser avec eux parce que j'ai un mindset très agressif, je suis à l'attaque. Donc des fois, on est un peu sur deux mondes, quoi. Alors que là, quand je suis avec des marchands de biens, c'est vraiment plus, voilà, c'est plus rapide, c'est pro, ils connaissent, ils ont déjà fait plein d'OP, donc ça, je pense qu'on va pouvoir dérouler. Donc en ce moment, je fais pas mal de choses avec les marchands. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Le matin, moi, je fais des petites listes comme ça. Alors, je sais qu'il y a deux équipes. Il y a ceux qui font de la to-do list, je sais pas, sur Notion ou autre. Moi, j'aime bien les to-do écrites. J'abat beaucoup plus mes to-do list quand j'écris mes tâches le matin sur un bout de papier. Donc, généralement, ce que je fais, c'est que quand je me lève le matin, je fais un petit thé, un peu de fruits et j'écris ma to-do list. Donc en fait, on scrolle pas sur les réseaux sociaux, on n'allume pas la télé, on regarde pas les actus. Moi, tout ça, je m'en tape. Je reste vraiment dans le calme et je réfléchis à quelles vont être les tâches les plus impactantes sur mon business. Qu'est-ce qui va me permettre de faire du cash à court terme, aujourd'hui, demain. Parce que y a une règle... Excusez-moi. Il y a une règle qui s'appelle le 80-20. On va essayer de ne pas parler en mangeant quand même. Ça peut être top. Il y a une règle qui s'appelle le 80-20 et qui dit que 80% des tâches qu'on fait n'apportent pas de résultats et c'est 20% de nos tâches qui apportent le plus de résultats. Et donc moi, tous les matins, j'essaie de me dire quelles sont les tâches qui vont apporter le plus de résultats à mon business. Donc aujourd'hui, je ferai un petit montage là pour mettre la to-do list ici. Comme ça, vous pourrez voir un peu mes to-do. Du coup, j'ai eu un appel calendrier ce matin. J'en ai 3 autres ce soir. Ensuite, du coup, dimanche, là, je vous ai dit, j'ai travaillé 80 heures la semaine dernière. En fait, samedi, je rénove mon corps de ferme avec mon frère. Et le dimanche, j'ai fait un tournage de 11h à 18h dans Paris 16, du coup, pour un client que j'accompagne en personal branding qui veut lancer un produit dans le bien-être. Il faut que j'envoie tous les rushs à mon monteur en lui expliquant quel typomètre, qu'il me fasse une première vidéo test qu'il me livre dans 2 jours pour que je valide avec le client et ensuite je vais tout lui donner je vais pouvoir livrer mon client, je crois que c'est une 30aine de reels, un truc comme ça. Là-dessus, parce qu'en fait je fais ça parce que je trouvais que les agences c'était vachement cher sur les prestations de reels. J'ai vu beaucoup d'agences à 250 € et du coup c'est en parlant avec une pote, j'ai dit putain, je comprends pas les prix parce que c'est facile à faire en fait. Moi j'arrive avec mes 2 pieds de lumière, je prends mon iPhone, je prends un petit micro là, les DJI, je vous les montrerai sur une autre vidéo, ils sont pas très loin là, mais c'est une sorte comme d'AirPods, c'est une petite boîte, il y a 2 micros, voilà. Donc quand tu sais bien gérer un peu les lumières, que tu as un bon décor, tu peux mettre des micros, mais en fait tourner des reels c'est assez rapide. Et puis après moi pour les faire monter, moi je fais monter mes reels à un sous-traitant qui est à Madagascar. Donc en soi, moi les reels, il y a plein de gens qui me disent ça coûte 30 balles à monter, moi ça me coûte 8 balles. Donc du coup là j'ai vendu 100 € le reels, vous voyez, donc c'est pas mal, j'en vends 30, c'est 3000.
Et je suis assez compétitif en fait sur ce marché, donc et pour moi c'est assez simple de scripter. Donc je scripte quand même avant la stratégie, la ligne édito avec vraiment quel pourcentage de contenu on fait en parlant du produit, quel pourcentage on fait en faisant du building public, des offres, etc. Donc il y a une vraie strat derrière que je délivre. Mais ça, les strats de personal branding et de ligne édito, c'est tellement rapide à faire pour moi et à scripter, comme j'écris toute la journée, que c'est plutôt rapide. Ensuite, j'ai un call avec les URSSAF à 13 h. Et là, grosse négo. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu le Covid, les URSSAF, ils ont gelé les appels de cotisation. Donc en fait, pendant les 2 ans du Covid, moi, comme j'avais du temps, je me suis versé beaucoup de sous de ma SARL, beaucoup de revenus de travailleurs non salariés, parce que je suis en TNS sur ma SARL. Et donc, en fait, quand on se verse des revenus de travailleurs non salariés, on a, par exemple, imaginons qu'on veut se verser 100 000, et ben on va devoir payer 30% de cotisation sociale sur la SARL, donc 30 000 € qui vont être appelés normalement à l'année suivante. Et ensuite, on a 30% en perso, si on est imposé à 30%, qu'on est dans la tranche du taux marginal d'imposition à 30%. Donc en gros, il nous reste la moitié. Quand on veut avoir 100 000 vraiment dans sa poche, ça va coûter 200 000. Donc 50 000 en gros en perso, 50 000 sur la boîte, grosso merdo. 30 et 30. Et donc en France, on est à peu près à 45% de tout confondu de cotisation. Donc voilà, on récupère un tout petit peu plus que la moitié quand on fait du chiffre sur sa boîte. Et donc bref, en fait, je me suis fait rattraper de 130 000 €. 2 ans après le Covid, ils m'ont dit « Ah, mais en fait, on avait gelé toutes les appels de cotisation, vous nous devez 130 000 ». Et en fait, moi, mon chantier m'a coûté beaucoup plus cher que ce que j'avais imaginé au niveau de la rénovation. Parce que il y a 5 ans, j'y connaissais rien en IMO, en tout cas en autoconstruction. J'avais déjà fait des investissements locatifs, des RP, etc. Mais je n'étais pas rentré vraiment dans le dur de gérer les travaux et de construire. Donc en fait, j'avais imaginé 200 000 de budget et on a fini à 400. Et donc, je me suis versé plus d'argent que ce que j'avais prévu. Et donc, quand mes URSSAF m'ont rattrapé 130 000 balles, j'avoue que c'était chaud. Donc, j'avais négocié un échéancier avec eux de 1 700 € par mois pendant 2 ans. Et là, à partir du 1er janvier de cette année, ça passait à 3 400 € par mois. Donc là, je peux vous dire que depuis début janvier, je trinque un peu. Et en fait, là, j'arrive au bout. Il me reste que 17 000 € à payer. Et en fait, je me souviens que j'avais pris 17 000 € de pénalité. Donc en fait, là, je vais essayer de voir avec eux si je peux sauter la pénalité. J'ai déjà un préaccord écrit où ils m'avaient dit « Paye tout, et quand tu as tout payé, on te rend les 17 000 €. » Et là, du coup, comme il me reste que 17 000 et que ça me fait chier de repayer 3 400 pendant 6 mois, je vais essayer de leur dire « Bon, allez, c'est bon, je suis en difficulté, l'économie en ce moment, elle marche pas de fou, c'est dur. On va pleurer un peu et on va essayer de leur dire bon, allez-y, arrêtez de me prélever, c'est bon, c'est fini, ça fait 2 ans et demi que je lutte pour ramener l'argent et payer tous les mois, vas-y, laissez-moi tranquille. » Donc voilà, je vais essayer de faire ça comme ça, parce que c'est une charge qui pèse lourd en fait. Moi, j'ai beaucoup de... Mon point de break mensuel, il est assez élevé parce qu'en fait, j'ai 3 400 d'URSSAF. Du coup, en ce moment, j'ai un Pierre et Vacances normalement qui est en autofinancement, où je prends 8 800 de loyer et j'ai 8 800 de crédit. Mais en fait, l'année dernière, ils m'ont obligé à faire 10 000 € de travaux. Donc, ils ne m'ont pas versé les 8 800 en octobre dernier. Et donc, du coup, toute cette année, tous les mois, je dois apporter 850 balles sur mon Pierre et Vacances pour payer le crédit et les charges, alors que d'habitude, ça me coûte 0. Donc là, vous voyez, je suis déjà à 4005, grosso modo. Ensuite, j'ai ma résidence principale, grosso merdo, ça fait 5005. Et ensuite, j'ai mon chantier de rénovation de corps de ferme qui me coûte j'apporte entre 2 et 4 000 tous les mois. En moyenne, on est plutôt à 3 000. Donc, du coup, ça fait, vous voyez, 5, 7, 8, ça fait 8005. Donc, moi, si je ne rentre pas 8005 dans le mois, je suis dead. Donc, il y a des mois, là, cette année, où je ne les ai pas rentrés, qui ont été un peu plus compliqués, où j'ai dû taper un peu dans mes économies. Là, c'est bon maintenant. Mais grosso merdo, moi, quand je rentre le SMIC LinkedIn, quand je rentre 10 000 € par mois, en fait, c'est comme si je gagnais 2005.
Donc, et encore, parce que là, je parle de 2005 sur la boîte, donc quand je me les verse, il va me rester 1800. Donc, j'ai pas grand-chose pour vivre. Mais voilà, moi, je suis pas snob, je me suis pas habitué à un gros niveau de vie. Je peux vivre avec pas grand-chose. C'est pour ça que j'investis 70% de mes revenus dans l'IMO. Parce que mon objectif, c'est de faire levier au maximum. Donc, dans cet argent-là que je sors tous les mois, c'est du capital remboursé. C'est que des taux d'intérêt à 1%. Donc, c'est des crédits où j'ai 1000 euros par mois, mais j'ai que 100 euros d'intérêt. Donc, il y a 90% de la somme. C'est des sous que je mets de côté. Donc, en réalité, c'est quand même cool, mais sur le coup, ça coûte cher. Donc là, voilà, le petit point URSAF. Ensuite, je vais avoir ce soir, je fais un point, je monte une start-up dans la rénovation énergétique qui s'appelle Carno, KRNO. Et on fait une soirée de lancement le 2 juillet prochain. Donc là, on va se réunir entre associés pour finir de préparer tout ça. Moi, je m'occupe surtout de la com, donc c'est post LinkedIn, activation de mon réseau. On va essayer d'inviter un maximum de personnes. La soirée, elle est sur les champs 20, au 120 Champs-Élysées. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez me demander, MP, je peux vous envoyer le lien. Là, l'idée, c'est qu'on va accompagner les propriétaires bailleurs à prendre les meilleures décisions stratégiques pour la rénovation énergétique de leur logement. Donc, on a un développeur qui est une brute en IA, qui mouline les données des DPE, etc. On fait plein de choses. Je ne peux pas tout vous raconter ici, mais en gros, ça va vous aider à prendre la bonne décision et à générer un cahier des charges très précis sur qu'est-ce qui est le plus intéressant pour vous à faire en termes de rénovation, par exemple, pour passer d'une lettre G à une lettre D. Et vous récupérez un cahier des charges que vous pouvez donner directement à votre artisan. Vous qui me suivez, d'ailleurs, je suis en charge de ramener des bêta-testeurs. On a déjà eu 5 bêta-testeurs. Pour l'instant, on délivre le service gratuitement. Donc, on a encore besoin de quelques bêta-testeurs pour encore roder notre service. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur les réseaux. Et je vous donnerai un lien calendrier pour prendre rendez-vous avec mon associé et tester le service. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je programme, j'ai un podcast à programmer que j'ai tourné avec un courtier. Je ne vous révèle pas encore le nom, mais je vais programmer la sortie, je pense, mercredi sur YouTube. Ouais, moi, je m'étais dit faire les vidéos tous les dimanches à 18 h et tout, mais j'ai du mal à me tenir au planning, donc en fait, je le sors quand je peux. Donc là, il sortira mercredi. Et ensuite, préparer, je me suis noté la petite newsletter pour le podcast. Ça, j'ai des techniques, je verrai si je vous montre tout à l'heure, mais j'ai des prompts ChatGPT avec mes templates de description YouTube, etc. Et en fait, je fais un transcript du podcast. Donc, ça me sort le texte de toute la vidéo. Je le mets dans ChatGPT et ça me génère les moments forts, la description, etc. C'est assez rapide, donc ça devrait être simple. Et ensuite, il faut que je finisse de... Vous savez, pour ceux qui me suivent, je construis du coup 3 maisons dans les Yvelines. J'ai acheté un terrain de quasiment 1000 m² il y a 1 mois et demi. J'ai été voir 3 banques la semaine dernière et du coup, il faut que je réunisse tous les papiers et que je leur envoie le dossier pour qu'elles puissent me faire des propositions de financement. Donc c'est assez long parce que j'ai 2 SCI, une SAS, une SARL. Je ne suis pas un particulier traditionnel parce que la banque, elle a bien compris que je faisais une résidence principale. Je fais une résidence principale de 90 m² et 2 maisons d'investissement de 80. Pour l'instant, je vais en faire qu'une de 80. D'ailleurs, le financement, c'est pour une résidence principale de 90 et une de 80. Parce que j'en ai pas encore parlé sur les réseaux, mais c'est cool ici, ça fait des avant-premières un peu. Mon CCMiste, donc le constructeur de maisons individuelles que j'ai pris, au niveau de ses assurances, il n'est pas couvert s'il fait 3 maisons sur un terrain unilo. Donc pour l'instant, je vais en démarrer que 2. Et la 3e, je verrai si je la fais à la fin ou si je la fais encore d'état séparé. C'est-à-dire moi-même, je vais aller piloter artisan par artisan, un carcassier qui va monter les parpaings, un terrassier juste avant, faire la dalle, ensuite plomberie, élec, etc. J'ai tous les contacts, donc je peux aussi le faire encore d'état séparé. Peut-être je la ferai encore d'état séparé pour m'amuser. Déjà, je vais essayer d'en financer 2. Quand j'en aurai financé 2, je vais avoir peut-être d'autres banques et j'essaierai de faire financer la 3e encore d'état séparé séparément. Ouais, j'essaye de me focus. Déjà, ce qu'il faut, c'est en lancer 2. Et puis on verra si bonus, je peux arriver à en faire 3. Donc j'ai déjà commencé à réunir un peu tous ces papiers là. Il me manque quelques trucs. J'ai dû demander à mon comptable une attestation des revenus que j'allais me verser cette année. Mon corps de ferme, en fait, je ne l'ai pas fini, je finis cet été. Donc je vais mettre en location les 6 logements à partir de la rentrée.
Donc je suis en train de voir avec mes potes agents IMO qui me fassent une attestation de revenus locatifs prévisionnels, parce que du coup, comme j'ai mis 400 000 balles d'apport en compte courant sur mes SCI, ensuite, mon corps de ferme, il va me rapporter 5 000 € par mois, dont 1 000 € de crédit, donc 4 000 € de marge brute. Il y aura des frais là-dedans, mais ce sera 4 000 € de marge brute. Et donc, sur ces 4 000 €, imaginons, je m'en verse 3 000 tous les mois. Ces 3 000, ils vont être nets d'impôts, parce que c'est du remboursement de compte courant. Donc ça, il faut que j'arrive à expliquer aux banques que j'ai mis... voilà. Et en plus de ça, je me suis aperçu que... quand j'ai déclaré mes impôts cette année, je me suis aperçu que je m'étais versé très peu d'argent l'année dernière. Parce qu'en fait, j'ai mis maintenant, au lieu de me verser de l'argent de ma SARL en perso pour la réapporter à la SCI, ce qui me coûte beaucoup d'impôts sur la boîte, beaucoup d'impôts en perso et ce qui m'a créé des problèmes de cash, maintenant j'ai mis actionnaire ma SARL de ma SCI à 5%. Et donc je fais directement des apports en compte courant de ma SARL à ma SCI. Et donc du coup, je ne me suis pas versé beaucoup d'argent l'année dernière. Donc, j'ai des revenus qui ne sont pas élevés au niveau de la banque parce qu'en fait, j'en avais pas besoin. Je n'avais pas envie de me verser de l'argent pour payer des impôts alors que je n'avais pas de projet IMO. Comme les taux étaient élevés, je m'étais dit, je mets un peu en pause l'IMO le temps que ça revienne. Et donc là, je n'ai pas des revenus foufou, mais en tant qu'entrepreneur, on prend les revenus des 3 dernières années. Donc, bon, l'un dans l'autre, on va voir. Mais j'ai l'impression que les banques, elles sont plutôt intéressées pour me récupérer. À chaque fois, les conseillers bancaires trouvent le projet hyper sérieux. Je pense que j'ai la cote avec les banques. Ouais, je pense que je vais m'en sortir, on va voir. Donc là, voilà un petit peu. Et en perso, là, je vais aller jouer au golf. Parce que j'ai bossé comme un taré la semaine dernière. J'ai pas pu me relaxer ce week-end. Donc là, ce midi, je vais aller me faire un petit golf. J'ai envie de taper des balles. Et en fin de journée, j'irai me faire, je pense, 1 heure de footing et du fractionné. Donc voilà, on se retrouve tout de suite. Je vais documenter ça tout au long de la journée. On se retrouve sur le trajet là. Je vais au golf là. Moi j'habite à Sèvres, donc je vais au golf à Buc. C'est un pitch and putt, c'est que des petits 3 trous. C'est assez rapide. Je vais pas rester trop longtemps, mais je vais juste un peu m'aérer le crâne. Là vous voyez, je suis dans ma petite Golf 7 là. Moi j'ai une Golf commerciale. Je sais pas, pour les entrepreneurs, c'est un petit tips intéressant parce qu'en fait, quand on achète une voiture commerciale en France, on paye pas la TVA sur l'achat de véhicule. Donc moi je sais que cette bagnole, je crois qu'elle coûtait 55 000 balles et j'avais eu genre 8 000 de réduc parce que je l'achetais en pro, 8 000 de réduc parce que je payais pas la TVA. Et donc c'est assez intéressant. Donc ça, je vous conseille, c'est un petit tip, ça nous permet d'acheter des voitures un peu plus stylées que ce qu'on aurait pu avoir sans que ça chiffre trop quoi. Donc celle-là, je l'avais achetée en crédit bail. Alors je vous conseille quand vous faites des crédits voitures, vous allez dans votre banque et vous faites un crédit bail. En plus moi pour l'IMO, ma banque elle aime bien, ça lui permet d'avoir plein de produits, je mets tous mes produits à la banque. Bon celle-là elle est finie d'être payée, mais crédit bail, franchement gros conseil, c'est ce qu'il y a toujours de plus intéressant. Sinon je vais pas rester trop longtemps avec vous parce que quand j'ai un déplacement en voiture, je fais de la prospection, pas de téléphone, pas de musique, pas de podcast. En fait, quand vous rentrez dans mon tunnel masterclass sur les réseaux, les petits liens qu'il y a en bio sur les réseaux, je vous propose de compléter votre nom, email et numéro de téléphone pour accéder à une vidéo gratuite de présentation du club Immopreneur. Et du coup, quand je suis en déplacement sur Paris ou que je vais faire du sport, j'en profite à chaque fois et je me force à coller des prospects qui sont plutôt froids, ceux-là. Mais de temps en temps, j'ai des bonnes surprises. Donc j'avoue que j'ai pas un suivi commercial de dingue dans le sens où si les prospects des 2-3 derniers jours ils me répondent pas, là quand j'appelle, des fois je les chope jamais au téléphone. Mais voilà, j'ai eu quelques petites surprises généralement et puis j'essaye de rappeler un peu les anciens de temps en temps, je me rappelle à peu près des noms. Et donc ouais, ça m'arrive souvent de closer des prospects en prenant ma voiture sur des trajets d'une demi-heure. Des fois je peux faire un closing à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Donc quand vous êtes souvent dans les transports en bagnole ou dans les bouchons, c'est intéressant parce que tout le monde me dit sur Paris, prends un scoot,
pour te déplacer. Mais c'est vrai que moi je travaille dans ma voiture, donc c'est pas des déplacements à blanc quoi en fait. Oui, on perd du temps, on est dans les bouchons, mais on peut appeler des prospects, on peut appeler du réseau, on peut appeler des contacts, la famille, les amis. On peut toujours se démerder pour optimiser ce temps mort et pour le rendre le plus productif possible. Bon, c'est très cool, je viens de faire un petit call avec un agent immobilier dans le sud-ouest qui veut se lancer en tant que marchand de biens. Et dernièrement, j'ai beaucoup de professionnels qui me contactent pour les maisons. Parce qu'en fait, historiquement, les marchands de biens, ils se faisaient pas chier à faire des constructions. Mais maintenant que les crédits ils sont chers et qu'ils ont besoin d'aller chercher plus de marge, et ben, ça peut les intéresser d'avoir des solutions un peu clés en main pour aller acheter des grands terrains avec une petite maison, détacher et construire. Donc je suis content là, je pense que la personne que j'ai eu au téléphone elle pourrait devenir membre du club et développer la région du sud-ouest. Donc voilà, c'est cool, le trajet a été productif. Maintenant on va aller taper quelques balles. Bon, c'est cool, je viens d'avoir mon petit rendez-vous là avec les URSSAF. Ça a duré 10 minutes. Ils sont assez cool là, ils ont accepté d'étaler les 20 000 balles qui me restent à payer sur 12 mois et de me sauter la pénalité qui est du coup de 8 000 maintenant, ils me disent. Donc c'est cool, ça veut dire qu'ils vont m'étaler 1000 balles par mois pendant 12 mois au lieu des 3004 actuels. Donc super, c'est hyper important quand on est entrepreneur de protéger sa trésorerie. Donc voilà, quand on peut aller faire des négos avec les URSSAF, c'est bien. Je sais qu'ils n'avaient pas voulu, je les avais plusieurs fois appelés sur la dernière année, ils n'avaient jamais voulu renégocier. Et je faisais plutôt sur la messagerie privée des URSSAF. Et en fait là, ils m'ont dit une fois, quand je les ai appelés au téléphone dernièrement, ils m'ont dit de prendre rendez-vous sur le site des URSSAF avec un conseiller. Il n'y a que les conseillers au téléphone qui peuvent prendre des vraies décisions de réétalement de la dette. Donc là, je suis tombé sur une nana hyper sympa. Et donc, elle a tout de suite accepté de me réétaler, de me sauter. Bon, elle m'a dit qu'il y avait un petit problème, un petit bug dans le système, qu'elle n'avait pas réussi là, à faire la manip. Elle me rappelle tout à l'heure, mais je croise les doigts parce que si je peux gagner 2005 de trésorerie tous les mois, ça serait vraiment bien. Comme ça, on protège la trésor. Parce que l'argent, quand on n'en a plus, il faut courir après, c'est galère. Donc il vaut mieux protéger sa trésor à fond. Et souvent, la trésor, vous avez déjà dû l'entendre, hein, c'est la raison numéro 1 qui tue les entreprises. Donc n'hésitez pas à rappeler plusieurs fois les URSSAF. Un jour, vous tomberez sur un conseiller sympa qui acceptera de renégocier. Oula, ma caméra a failli tomber là. Et donc voilà, c'est une question d'humain. Il y aura toujours quelqu'un qui acceptera. Donc n'hésitez pas à appeler plusieurs fois, des dates différentes. Là, peut-être qu'il y a des élections qui arrivent. Donc peut-être qu'en fait, ils ont envie de faire un petit peu des cadeaux pour être réélus. On ne sait pas trop. Mais il y a tout plein d'éléments qui peuvent entrer en compte et jouer. En tout cas, faut rien lâcher. Souvent, les URSSAF, ils sont pas aussi méchants que ce qu'on le dit. Moi, ils m'ont toujours répondu au téléphone. Il y a toujours des possibles de mettre en place des rendez-vous. Et ils ne sont pas tous conciliants, mais en général, en s'accrochant un peu, on finit par trouver quelqu'un de conciliant qui répond toujours favorablement à notre requête. Et donc, moi, j'aime pas trop quand on diabolise l'URSSAF parce qu'honnêtement, ils m'ont toujours plutôt rendu service. J'arrive plutôt souvent à faire de la trésor grâce à eux et donc et à protéger ma trésor en tout cas. Et donc, ils sont quand même business friendly, moi je trouve. Donc voilà, petit message d'espoir à tous ceux qui ne veulent pas monter des sociétés à cause des URSSAF. Ils sont pas si méchants que ça. Sinon voilà, pour ceux qui ne savent pas, moi j'aime bien jouer au golf parce que ça me détend. Je suis dans la nature, il n'y a pas de bruit. C'est hyper calme. Je me suis mis au golf quand j'avais 15 ans parce que j'ai eu une blessure au genou à force de trop jouer au foot. Comme tous les mecs, je voulais être footballeur professionnel, pas très original.
Et du coup, je m'étais mis à fond dans le golf parce que c'était le seul sport que j'avais le droit de faire pour mes genoux. Donc voilà, et depuis, je joue un petit peu avec mon père. Et donc, j'avais vu mon père, qui est entrepreneur, beaucoup développer sa boîte en étant dans des clubs de golf aussi. Et donc, ça m'avait permis de rencontrer pas mal de mecs dans l'IMO. Dans l'immobilier, il y a beaucoup de golfeurs, en fait, sur les grands décideurs, etc., surtout dans le tertiaire. Et donc, ça peut être un sport aussi qui est intéressant en termes de business. Moi, pour l'instant, là, je suis vraiment dans un petit club. Là, j'y vais vraiment de manière occasionnelle. Mais c'est vrai que dans mes objectifs, il faudrait que j'aille souscrire et m'inscrire dans des clubs de golf. J'en ai un qui est pas très loin de chez moi, qui s'appelle La Bouillie, qui est juste derrière Versailles, qui est encore plus près qu'ici. Je crois que c'est une... Donc, on est accepté que sur recommandation. Mais je sais que l'associé de mon père, il est là-bas, et je connais d'autres personnes. Donc je pourrais rentrer. Par contre, ouais, c'est 10 000 balles. Donc voilà, je me mets ça de côté. Mais la prochaine fois que je rentre un gros billet, je pense que c'est un truc auquel il faudrait que je pense. Parce que je pense que ça peut être intéressant en termes de business d'aller dans des clubs de golf. Même de réserver des parcours. Au golf, on peut réserver des parcours en étant seul. Et on peut dire qu'on veut jouer avec d'autres gens. Donc ça permet potentiellement de passer 4 heures avec 2 ou 3 autres personnes et de networker en faisant du sport. Et moi, je trouve ça plus sympa d'aller faire du business en faisant du sport plutôt que d'être toujours devant l'ordi au téléphone. Mais sinon, pour aujourd'hui, ce que j'aime bien, c'est le calme. C'est un sport qui est très dans le mental. Il faut vraiment répéter un geste sans avoir trop la pression. C'est un sport assez dur en fait, contrairement à ce qu'on pense. Et j'aime bien parce que ça m'aide vraiment à me concentrer et à me relaxer. Et comme je suis un peu un hyperactif sur les bords, c'est un exercice intéressant pour moi. Et je sais que quand je reviens du golf, j'ai une facilité d'écrire et de concentration qui est bien meilleure. Donc des fois, je sais que plutôt que de bosser comme un dingue 5 heures d'affilée, je fais 1 heure de golf et je produirai la même chose à la fin des 5 heures. Bon, je vous laisse admirer un bon petit swing quand même, parce que on va pas partir sans vous montrer ça. Pas mal. Allez, à toutes. Là, c'est petit repas diététique avec un petit peu de pâtes derrière aux truffes. Le midi, je mets pas de vidéo pendant que je mange, pas de musique, rien. J'essaye vraiment d'être le plus possible reposé, sans bruit, et de laisser mon corps se concentrer sur le fait que je suis en train de manger. Apparemment, c'est mieux pour la santé. Et moi, ça me permet de couper un peu, de ne pas être tout le temps devant un écran et devant des notifs, etc. Donc, téléphone de côté. Et puis, on profite de manger. Je ne mets pas 10 piges à bouffer non plus. Je pense en 20 minutes, c'est torché. 20 minutes, une demi-heure. Mais je pense que c'est important de ne pas être tout le temps avec du bruit, des réseaux, des notifs, etc. Et d'avoir des moments de pause dans la journée où on déconnecte. Et donc le midi, je trouve que c'est un bon moment pour faire ça. Donc petit tips. On est maintenant dans mon petit bureau où je fais des fois quelques tournages. Je voulais vous montrer un peu ma technique pour rapidement uploader des podcasts sur YouTube et aller très très vite sur la description, etc. en utilisant ChatGPT. Donc à tout de suite, je vous montre mon écran. Donc voilà, première étape de la méthode, j'upload du coup la vidéo, je la mets en non répertorié. Ensuite, je vais sur un site qui s'appelle youtubetranscript.com, je balance le lien, ça me génère voilà, tout le texte de la vidéo. Et ensuite, dans ChatGPT, j'ai un petit prompt. En fait, je mets entre guillemets crochets les descriptions de toutes les précédentes descriptions YouTube, qui sont aussi en fait le texte de ma newsletter, quand j'envoie la vidéo YouTube en newsletter. Et ensuite, je mets le transcript en fichier attaché là, sur la converse ChatGPT. Donc, je déroule et puis à la fin, je lui dis à partir de la description de vidéo YouTube de mon podcast précédent,
écrit une description de vidéo YouTube en conservant le style et la structure pour le podcast dont le texte est en pièce jointe. Et là, je lui mets quand même le titre du podcast que j'ai du coup travaillé juste avant avec les bons mots-clés pour avoir un bon CTR. Et donc là, il m'a généré ça, mais maintenant, je souhaite les faire encore plus courtes. Donc voilà, il m'a généré ça. Donc là, je l'ai remis. Voilà. Je mets tout de suite, moi, un call to action vers un appel directement en haut de la description YouTube pour générer des leads. Ensuite, je dis aux gens pourquoi ils devraient regarder cette vidéo, qu'ils puissent savoir s'ils ont envie de lire avant de regarder. Mais généralement, ceux qui lisent la description, c'est plutôt après l'avoir regardé qu'avant. Donc là, c'est plus pour avoir un peu de mots-clés dans le référencement. Et ensuite, je mets mon claim, voilà, qui je suis, ma crédibilité, et un petit call to action vers la masterclass vidéo que vous pourrez retrouver. Du coup, j'ai dû l'ouvrir quelque part. Voilà. Ça, c'est ma page masterclass. Là, il y a la vidéo. Il y a la vidéo qui a sauté, ça donne ça. Donc là, j'ai une masterclass de 17 minutes que j'ai envie encore de refaire. Tous les 3 semaines, elle me plaît plus. Et donc là, voilà, vous retrouvez un peu tous les argus de ma petite page de vente avec des call to action pour aller prendre des rendez-vous dans mon agenda en ligne Calendly. Et ensuite, c'est comme ça que je book des calls. Donc là, en même temps, je suis en train de reporter le texte sur une petite newsletter dans Substack. Et donc là, en même temps que je vous parle, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vidéo en ligne, en public. Hop, je crois que j'avais vu sur les stats de mon YouTube que j'avais pas mal de gens qui étaient présents, moi, le lundi soir, parmi les abonnés de ma chaîne. Donc, voilà, je vais poster. J'ai pas trop de dates, moi. Je poste quand j'ai tourné le podcast, j'envoie, quoi. J'essaye de pas trop me prendre la tête avec... je voulais poster tous les dimanches à 18h, mais bon, compliqué. Donc là, j'enregistre. Voilà, la vidéo, elle est sortie. Je vais pas envoyer la newsletter ce soir parce que les gens qui viennent de la newsletter, ils ont pas forcément une bonne rétention sur les vues YouTube. Donc des fois, ça lance moins bien les vidéos. Donc la newsletter, je vais plutôt la programmer pour demain matin. Et puis voilà, là je voulais récupérer ce petit texte là que j'aime bien. Hop, je le mets ici. Et puis hop là, je me suis gouré. Hop, on enlève ça. Je récupère le petit texte, on le met en H2. Et puis voilà, je vais la programmer. Donc vous pouvez retrouver ça. Là, je sais pas, parce que la vidéo, je vais peut-être la publier demain. Je sais pas quand je publierai cette vidéo, mais voilà, vous pourrez retrouver ce podcast au moment où vous la verrez sûrement. Il sera déjà sorti. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-le moi en commentaire si ça vous a plu. Comme ça, je vous remettrai d'autres tips comme ça pour vous aider à aller plus vite. Me revoilà. Je viens de finir un petit appel avec une personne qui postule là, parce que j'ai mis une petite annonce sur LinkedIn pour un poste de bras droit du CEO. C'est la première fois que je teste un peu cette approche. Je me dis que ça pourrait être pas mal là d'avoir une personne qui m'aide sur plein de petites micro-tâches au quotidien, que je peux aussi former au personal branding, au marketing, à l'achat de publicité. Donc j'ai déjà eu souvent des stagiaires, surtout quand je démarrais, puis même après, mais c'est vrai que ça fait 1 an et demi, 2 ans que j'en ai pas pris. Mais en regardant un peu comment s'organisaient les personnes qui lançaient des business structurés autour de moi, je me suis rendu compte qu'ils avaient souvent une personne à ce poste et que c'était vraiment utile. Donc au fur et à mesure des rencontres, je me suis dit tiens, ce type de profil peut m'intéresser. Et en plus, je pense que ça peut être l'occasion, au-delà d'avoir quelqu'un en stage, de sourcer un profil qui pourrait demain vraiment être partie prenante de l'aventure. Pourquoi pas rester, m'épauler, devenir une sorte de online business manager en interne. Et donc je pense que ça peut être intéressant. Donc j'ai calé quelques calls, j'ai eu pas mal de personnes qui ont postulé. On va voir ce sur quoi ça débouche.
Et si je trouve des bons profils, je vous tiendrai au courant. Et en parallèle, je suis en train de recruter un setter pour aller positionner des rendez-vous auprès des gens qui me suivent sur mes différentes communautés et générer des appels pour mes équipes de closing que je suis aussi en train de mettre en place. Donc voilà, je me remets un peu focus sur le recrutement d'une petite team avec pour l'instant une équipe. J'ai une secrétaire de direction, je vais avoir un pôle closing que j'ai sous-traité avec un head of sales. Et puis je me dis là, une personne pour être mon bras droit et m'épauler sur pas mal de petites micro-tâches, la mise en ligne des vidéos, des reels, la veille de contenu pour voir un peu ce que font les concurrents, trouver des idées, le fait d'enrichir un peu ma formation avec des tableaux un peu de pilotage Excel, etc. Enfin ma formation, mon accompagnement, parce que je ne vends pas de formation. Et donc voilà, je vous tiendrai au courant si ça se passe bien. Pour l'instant, j'ai pas eu de profils qui m'ont plu, donc je pense pas me positionner là sur ceux que j'ai eu. On va voir. En tout cas, ce qui est intéressant là, vous voyez, c'est quand j'ai un call, je le fais souvent en marchant en forêt, parce que dès que je peux, j'essaye de sortir de mon ordi, parce que si je suis toute la journée devant l'ordi, en fait, j'ai des baisses de motivation et de productivité. Donc dès que je peux, je vais marcher. Vraiment, je serai là avec mon ordinateur, je dois le relancer. Voilà. Donc effectivement, il y a à la fois politiquement, mais à la fois dans le Parisien. Bon, c'est bon, ma to-do list là, elle est bientôt finie. Il me reste encore du coup le vlog à monter. Il me reste encore des billets d'avion à réserver parce qu'en fin de semaine, je participe à la soirée de lancement de Oui Maï. Je suis invité par Florent Albero toute la journée de jeudi à Annecy. Il faut que je réserve mon billet de train. J'ai un pote qui a pris les logements déjà. Et le lendemain, je suis invité à la soirée de la Fédération française des marchands de biens. Donc pareil, là il faut que je prenne les billets absolument ce soir. Donc là je vais aller courir. Et puis on fera ça après, on bossera un petit peu après. Et ensuite, il manque encore quelques papiers pour mes banques. J'ai pas eu le temps de trop me mettre dessus, j'avoue, les papiers c'est toujours un peu chiant, donc je me suis gardé ça pour la fin. Mais voilà, faut que je barre ça sur la to-do avant de me coucher absolument, parce qu'il faut que les choses avancent. Bon, c'est parti pour la petite session course à pied avant de manger. On part pour une bonne heure avec le camelback. Et on va essayer de se faire, on va dire, les 25 minutes de fractionné, 30 secondes d'accel, 40 secondes de récup, quelque chose comme ça. Ça va faire du bien. Allez, c'est parti. Bon voilà, je suis à la moitié de ma séance de fractionné. Il y a des petits pêcheurs là. Je cours au bord des petits étangs là de Meudon. C'est assez sympathique. Et donc là on va dire allez, 100 minutes de repos et je repars pour 10 minutes de fractionné. Allez, c'est cool, j'aime bien habiter ici parce que t'as des petits endroits sympas niveau forêt et pourtant t'es assez proche de Paris. Donc ça, je trouve ça super cool. Voilà, la session elle est finie là. Je pense que ça se voit, hein, j'ai la tête un peu éclatée. J'ai poussé un peu les fractionnés là. On a fait même un peu plus que prévu. J'étais en bonne condition. Ça fait plaisir là. Plus je cours et moins tu souffres. C'est un peu comme dans tout. Dès l'instant que tu ancres l'habitude dans ton quotidien, après c'est beaucoup plus facile de la tenir. Et puis t'as des belles sensations parce que tu te vois progresser, donc c'est super cool. Donc voilà, maintenant on va aller je vais aller manger et puis sûrement retravailler un petit peu là après manger. Je vous expliquerai ce sur quoi je vais bosser ce soir là. J'ai une petite idée. J'aimerais bien créer des espèces de mind map pour expliquer vraiment la méthode que j'ai en tête pour aider un maximum de personnes à faire le 0 à 1 million d'euros de patrimoine immobilier. Et j'aimerais que ce soit plus visuel parce que je trouve que les gens ils visualisent pas encore
vraiment tout l'intérêt de ma méthode. Donc voilà, on va faire des petites mind maps ce soir, réserver mes billets de train et puis rechecker un peu les derniers papiers pour la banque. Et puis essayer de pas trop se coucher tard. J'aimerais bien ne pas me coucher trop tard, parce que la semaine dernière j'ai vraiment abusé en faisant du 10h, 3h du mat. Donc là j'aimerais bien reprendre un rythme un peu plus normal, à me mettre au lit, on va dire allez, 22h30, plus d'écran, un peu de lecture, et puis dodo 23h, 23h30, pas plus. Lever 8h avec un bon 8h de sommeil, parce que je dors beaucoup, et ce sera bien. On va essayer de tenir ça. Allez, petite séance de muscu, un peu de pompe, et on est bon. Bon, petit repas du soir, là, juste pour ceux que ça intéresse, hein, la diététique. Voilà, là, je suis vraiment en mode que des légumes, boulgour, brocoli et lentilles. J'essaie vraiment le soir de ne pas manger des trucs trop lourds, viande, etc. C'est pas par lubie, c'est juste que depuis que j'ai acheté ma montre Garmin là, pour mesurer mon sommeil, je me suis rendu compte qu'une autre donnée qui avait beaucoup d'impact sur ma qualité de sommeil, c'était vraiment lorsque je mangeais beaucoup le soir, j'avais beaucoup moins de sommeil profond et de sommeil paradoxal. Donc du coup maintenant j'essaye vraiment de moins manger le soir et je remarque que je m'endors beaucoup plus vite, que j'ai un sommeil beaucoup plus réparateur et donc c'est beaucoup mieux. Donc je vous conseille ça. Dans l'idéal il faut manger tôt. Moi j'ai du mal à manger tôt parce que j'ai un chronotype du soir, donc moi j'aime bien me lever plutôt tard et bosser tard. Donc j'essaye un peu de lutter contre ça parce que je préfère quand même quand je suis à peu près calé, mais j'ai tendance toujours à me redécaler vers le soir, donc c'est un combat de tous les jours d'essayer de garder un rythme et si possible de faire dodo minuit, lever 8h, voire dodo 23h30, lever 8h ce serait bien, mais ça c'est encore une chose pour laquelle j'ai du mal à tenir... sur laquelle j'ai du mal à tenir ma routine, surtout que là je vais me remettre un peu au boulot après et je sais que des fois j'ai tendance à tomber dans le flow le soir et à pouvoir bosser des heures et des heures en étant super concentré. Donc voilà, en tout cas niveau bouffe, petit conseil que je vous donne, testez, vous allez voir c'est intéressant et ça donne des bons résultats au niveau de la productivité parce que quand on dort bien, après on est plus productif. Bon, c'est bon, j'ai fait un petit schéma là, je suis pas encore totalement satisfait parce que en fait je veux vraiment montrer le temps qu'on passe quand on fait une opération par exemple d'investissement Airbnb, le temps qu'on passe en termes de temps pour faire 100 000 € de plus-value. Et là je suis en train de voir que pour moi il faudrait passer un total de 600 heures pendant 7 ans, même si on prend donc avec une conciergerie. Airbnb, en partant du principe que quand on prend une conciergerie, on va tomber sur du 7% de rendement net. Et donc, pour moi, pour faire 100 000 €, il faudrait, avec une appréciation de l'immobilier de 1,5% par an, et les à peu près 600 heures, ça revient à gagner 150 € de l'heure. Donc c'est pas mal. Mais, donc là, j'ai pas encore fait mon tableau, moi, sur mon opération de construction-revente. Mais moi je suis à peu près à plus que le double, donc je suis plutôt, d'après les premiers calculs que j'ai faits, entre 350 et 600 € de l'heure, et donc je veux montrer de manière visuelle en fait que au final il ne faut pas réfléchir forcément en rendement, mais il faut réfléchir à combien ça nous permet de gagner par heure. Parce que tout ce qu'on veut en investissant, c'est d'avoir des heures qui nous rapportent le plus possible. Donc j'ai pas encore fini, mais c'est bien, ça me fait une première approche. Donc là, la journée est finie. J'espère que ce premier vlog vous a plu. Dites-le moi en commentaire. Si vous aimez bien, j'en ferai. Je vais essayer de voir. Est-ce que j'en fais tous les jours? Est-ce que
J'en fais un par semaine, un par mois. On verra si demain j'ai envie d'en refaire un autre. Moi, ça m'a bien plu. Je trouve que c'est assez simple à créer comme contenu. Et donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez et au plaisir de se retrouver sur la chaîne.